À notre troisième intervenante. Elle s'appelle Binta Sidibé Gascon. Elle nous vient du Burkina Faso, experte analyste en relations internationales, intelligence stratégique et diplomatique. Binta est une militante engagée pour la défense des droits humains et le vivre ensemble. En 2003, elle a créé l'association CETEDAP, Culture, Tourisme, Développement agropastoral au Burkina Faso, dans le souci d'aider les communautés pastorales, déjà très exposées à l'époque à travers les conflits agriculteurs-éleveurs. Elle est présidente de l'Observatoire Kissal, une ONG africaine de défense et promotion des droits humains au Sahel. Binta Sidibé Gascon est également présidente du bureau du comité de pilotage de la coalition citoyenne pour le Sahel. Bonsoir Binta et merci d'avoir accepté notre invitation. Droits des femmes, c'est un exercice assez délicat aujourd'hui, surtout quand on parle du Burkina Faso, où aujourd'hui on a quand même tous les questionnements et tous les indicateurs qui nous amènent à nous poser la question, est-ce que nous sommes encore dans un état de droit? Avant de répondre à vos questions, je voudrais vraiment apporter mon soutien à un cas très emblématique qu'on a eu ces jours-ci au Burkina Faso. C'est l'enlèvement et la disparition forcée et la détention arbitraire de l'avocate Ini Benjamin Esther Doli à son domicile lors de son retour de vacances dans la nuit du 31 août au 1er septembre. Pour rappel, cette avocate très courageuse, Maître Doli, avait adressé une lettre ouverte au président russe Vladimir Poutine, lui demandant d'intervenir auprès des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel concernant leurs mauvaises pratiques sur le terrain. Et dès qu'elle est rentrée au Burkina Faso, elle a bien sûr annoncé courageusement son retour et elle a été lâchement enlevée à son domicile. Il faut savoir que les modes opératoires des enlèvements est toujours le même. Des véhicules banalisés qui arrivent au domicile des victimes, des personnes qui se disent représentants de l'État partent avec les victimes pour des lieux inconnus. À l'heure où je vous parle, de nombreuses familles ont été victimes de ce mode opératoire et n'ont pas de nouvelles de leur famille. Donc, c'est ce que Madame Maître Doli a subi il y a quelques jours. Il a fallu plusieurs jours aux avocats pour confirmer qu'elle était entre les mains de la justice. Le 6 septembre, le procureur, près le tribunal de grande instance de Ouaga 1, a affirmé qu'une enquête avait été ouverte pour trahison, outrage au chef de l'État et entreprise de démoralisation des forces armées. Donc pour moi, il est très important durant ce webinaire de vraiment avoir un mot de soutien, d'encouragement à cette Amazone burkinabé qui a osé porter très haut la voix de toutes ces personnes sans voix. Et aujourd'hui, elle est entre les mains, soi-disant, de la justice burkinabé. Donc, pour revenir à la question, si vous pouviez me rappeler, Aïssatou ou Younissa, la question que vous m'avez posée. La question, c'était de savoir si comment la vie des femmes au Burkina a changé avec la montée de la violence et ce que vous décriviez justement avec Maître Doli est caractéristique de ce que les femmes subissent. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres types de violences que ces femmes-là subissent aujourd'hui au Burkina? Merci, Younous. Les violences que les femmes vivent au Burkina Faso, vous savez, ces mots sont d'ordre. Ce qui a été dit par Mariama au Niger ou Madame Harper au Mali, c'est les mêmes violences. Pour moi, c'est une question régionale. Donc, pour ne pas me répéter, comme elles l'ont dit, elles sont victimes de déplacements forcés internes, mais aussi beaucoup d'elles sont obligées de quitter leur pays d'origine pour aller se retrouver dans d'autres pays limitrophes, des centaines et des milliers.
comment c'est caractérisé? C'est toujours des départs en urgence. Pour les plus chanceuses, elles arrivent à partir avec un baluchon ou d'autres sans rien du tout vers l'inconnu, comme on peut le voir d'ailleurs dans la capitale à Ouagadougou. Au niveau des feux rouges, on a de nombreuses femmes avec enfants qui sont en train d'errer. Donc, il y a, comme elles ont dit tout à l'heure, ces déplacements qui les plongent vraiment dans une grosse précarité. Ça a été dit aussi, pour ne pas se répéter, l'absence des services sociaux de base. Les femmes sont aussi victimes d'enlèvement. On a un des exemples en janvier 2023 dans la localité de la province du Soum où une cinquantaine de femmes ont été enlevées. Et toutes les violences, je pense que les violences que les femmes vivaient déjà même avant l'avènement du terrorisme ou de la lutte contre le terrorisme, se sont amplifiées et ont été multipliées par un chiffre que je ne pourrais pas vous donner, mais sont beaucoup plus intenses. Il y a, comme ça a été dit aussi, la précarité économique. Beaucoup de femmes doivent trouver de nouveaux moyens de subsistance dans un environnement très hostile. Et il y a aussi l'impact psychologique et social. On a la chance d'avoir Madame Harper qui est dans le domaine et aussi Docteur Mariama. Dans cette crise au Sahel, on ne parle pas assez du traumatisme psychologique que les femmes traversent. Et le raccourci assez facile que la société utilise souvent quand certaines femmes deviennent je dirais presque, on a des témoignages de certaines personnes qui deviennent, suite au choc, deviennent presque muettes, ne s'expriment plus ou restent complètement figées, un regard complètement absent. La grande déduction que la société fait, c'est qu'elle est atteinte de folie. Donc, l'accompagnement psychologique, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Il y a aussi, face à tous les viols, la perte de la dignité, la stigmatisation. Et encore, toujours pour revenir sur cette question de traumatisme, le traumatisme est tellement énorme qu'elles sont déboussolées, elles ne savent pas où aller. On a vu récemment des vidéos où on voyait des femmes avec leurs enfants qui ne savaient plus du tout vers qui se diriger, vers qui se confier. Et il y a la difficulté aussi de l'accès à la justice. Dans de nombreuses zones, le fonctionnement de l'État et la force de sécurité, les tribunaux est fortement perturbé ou absent. Il y a une méconnaissance de leurs droits. Aussi, il y a le coût, il y a la distance. Et il y a autre chose aussi qui impacte beaucoup et qui revient beaucoup lorsqu'on essaye de faire du monitoring et de sensibiliser sur la saisie de la justice. C'est ces normes sociales et culturelles où souvent, surtout dans certaines communautés qui ont tendance à dire nous laissons notre bourreau à Dieu, il y aura une justice, on attend la justice divine. Donc, c'est quelque chose qui est assez ancré dans certaines communautés. Et Binta, dites-nous, ces violences-là, est-ce qu'elles viennent assez souvent des groupes armés ou bien c'est du côté des forces de défense et de sécurité? Ou c'est les deux à la fois? Dites-nous, s'il vous plaît, pour le Burkina. Pour le Burkina, déjà les populations civiles en général se retrouvent entre les deux feux, entre les groupes armés terroristes et malheureusement, c'est triste à dire, mais il faut le dire aussi, elles sont victimes des personnes qui sont censées les protéger. Et c'est cette partie-là aussi qui est extrêmement grave. C'est vrai que les groupes armés, pour commencer sur les groupes armés, multiplient les abus contre les civils et les femmes sont les plus exposées. Les enlèvements, comme on l'a dit tout à l'heure, les prises d'otages, comme Madame Harper l'a dit, elles sont exploitées sexuellement par les groupes armés terroristes, elles sont utilisées comme des boucliers humains, des esclaves domestiques, toutes sortes de viols, de viols, d'agressions sexuelles lors des attaques, lors des déplacements. Tout cela a été documenté. On a aussi des cas où, dans certaines localités, où les groupes armés terroristes
ont instauré un blocus, il est interdit de célébrer des mariages. Et si jamais les communautés s'aventurent à célébrer le mariage, ça a été documenté que les groupes armés terroristes venaient récupérer la mariée, partaient avec et parfois soit elle restait auprès des groupes armés terroristes ou elle était ramenée après des viols. Toujours au niveau des groupes armés terroristes, bon, bien sûr, il y a les mariages forcés. Hein, les groupes armés terroristes imposent des mariages entre les combattants et les filles ou femmes enlevées. Il y a les violences physiques, psychologiques, comme on a dit tout à l'heure. Et il y a l'autre partie qui est beaucoup plus difficile parce que elle est faite quand même au niveau de la République, au niveau de ce qu'on peut appeler un état de droit. C'est les violences qui sont faites par les forces de défense et de sécurité, qui sont censées les protéger. Et vous vous souvenez, un des exemples emblématiques au Burkina Faso, c'est les massacres de Solongo. Pourquoi je dis emblématique? Parce que c'est les premiers massacres où on a pu avoir des images et du son. Donc les massacres de Solongo, c'est vraiment un tournant en matière de documentation, mais même en matière de... jusqu'à là, on entendait les atrocités, mais là, on a pu mettre... des images et du son. C'était les bourreaux qui, fiers de leurs exactions, filmaient les atrocités qu'ils étaient en train de faire à des populations civiles. Et on a notamment on avait des vidéos tellement bien faites par ces bourreaux qui montraient l'avant et l'après, dont une vidéo qui a beaucoup circulé, vous avez dû la voir, c'est où les bourreaux conduisent ces femmes courageuses, aucune vous n'entendez crier ni rien, avec leurs enfants, euh, ils sont conduits à l'abattoir. Et qu'est-ce qui nous permet de dire ça? C'est que quelque temps après, on a eu les images, on a l'image où ils sont en train d'escorter ces personnes vers l'abattoir, et après on a les images de l'après avec ces femmes exécutées avec leurs enfants. Et tout ça, ça a été fait par les volontaires pour la défense et la patrie, avec la complicité des forces de défense burkinabè. Je précise toujours dans mes interventions, c'est pas toute l'armée burkinabè, c'est pas tous les VDP, mais malheureusement, on a un cas important de ces personnes aujourd'hui identifiées que les autorités burkinabè sont en train de protéger, qui ont commis des crimes très graves. En tout cas, sur la question des enquêtes avaient été annoncées par les autorités burkinabè. Jusque-là, les Burkinabés attendent et nous espérons que ces enquêtes-là seront mises à la disposition des populations et de la justice afin donc que les auteurs de ces crimes, de ces barbaries-là soient châtiés à la hauteur de leur forfait. Bintou, nous sommes pris par le temps. Nous allons vous demander comment vous pensez que les médias et les associations peuvent mieux aider ces femmes burkinabè-là, mais ces femmes sahéliennes en général, à faire entendre leur histoire et à défendre leurs droits. Je pense que déjà, pour aider, déjà ce que vous êtes en train de faire, c'est très bien. Des initiatives citoyennes comme ça, qui arrivent à regrouper beaucoup de personnes, qui nous permettent d'échanger autour de sujets importants pour notre région, c'est déjà un grand pas. Il faut créer des espaces médiatiques qui sont dédiés aux femmes. Et je dirais même plus loin, il ne faut pas que ces espaces soient dédiés exclusivement aux femmes. Donc, c'est très bien, que vous soyez présents sur ce panel. L'idée, c'est pas de faire des panels ou des concertations qu'avec les femmes. Entre nous, je pense que les femmes, le message est déjà... notre narratif, on le maîtrise. Mais il faut qu'il y ait aussi des hommes à nos côtés pour partager ce narratif et pour l'amplifier. Et il faut prioriser aussi la co-construction. Je pense que mes collègues qui sont passés avant, c'est vrai, on a de très beaux programmes qui sont construits et qui sont
redéployer sur le terrain. Mais je pense que ce qui manque vraiment, et même la communauté internationale l'a compris, et on le dit de plus en plus, c'est de co-construire avec les communautés de base. Il faut les impliquer dès la conception, ce qui facilitera la mise en place et qui mettra quand même, qui valorise plus. Il faut aussi faire des contenus en langue locale dans l'objectif de toucher un public plus large, et aussi ça permettrait de valoriser nos langues locales, et aussi ces contenus en langue locale devraient être diffusés au niveau international avec tout simplement des sous-titres. Nos langues locales doivent être aussi exportées, doivent être aussi mises en ligne sur les réseaux sociaux, et avec le sous-titre. Créer des espaces sécurisés d'échange et d'accompagnement juridique, et aussi un accompagnement psychologique, comme on a dit. Hein. Le traumatisme est fort. Que ce soit les victimes sur le terrain ou même les acteurs qui travaillent sur le sujet, on est tous polytraumatisés aujourd'hui. Je pèse vraiment mes mots, on est polytraumatisés. On est traumatisés par les groupes armés terroristes face à l'horreur, mais également par certains acteurs au sein de l'armée ou les volontaires pour la défense de la patrie. Il faut également donner la voix à ces femmes sur le terrain qui pour moi, la notion de grand témoin prend tout son sens actuellement au Sahel. Aujourd'hui, on a beaucoup de journalistes qui sont en exil, des spécialistes dans les montages de films et tout. Il faut aujourd'hui faire de nombreux podcasts, les diffuser sur les journées types de ces femmes. Comment elles font? Il faut partager leur résilience. Elles ont été assez résilientes. Nous, on a fait plusieurs missions sur le terrain. Malheureusement, au vu du contexte, on n'a plus accès au Sahel central, mais on arrive à aller dans certaines localités qui accueillent aujourd'hui de nombreux déplacés venus du Burkina, Mali, Niger. Et il est important aujourd'hui, à travers des vidéos, du son et des images, de relayer vraiment le courage de ces femmes. C'est vraiment la contribution qu'on peut leur donner pour qu'elles puissent trouver vraiment une autre alternative, et qu'elles sentent, c'est une façon aussi de montrer qu'on reste présente à leur côté. Oui, merci beaucoup Aïssatou. Donc, pour les questions, il y avait celle qui a été abordée par Oumarou Ebié, qui est très pertinente, la femme bourreau. Je pense que cette question aujourd'hui, même sans être sur le terrain, on a quand même quelques éléments de réponse. Quand on lit les interventions sur les réseaux sociaux de certaines femmes, jeunes filles parfois, avec des propos très haineux, des propos des fois génocidaires, des sujets vraiment extrêmes où elles vont vous dire il faut aller les tuer tous, il faut les nettoyer tous. On amène vraiment à se poser des questions, à se dire, et c'est souvent des activistes femmes qui sont pro-junte, pro-russe, anti-impérialistes et tous les mots qui vont avec, qui ont des propos très haineux et où on sent qu'il y a vraiment une haine. Et moi, la question que je me pose toujours quand je lis des propos comme ça, je me dis, si cette personne-là avait une arme, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Donc, je pense que la femme bourreau, il doit y en avoir dans des contextes de déchaînement et de folie meurtrière à laquelle on assiste actuellement au Burkina Faso. C'est pas que les hommes. C'est vrai que les vidéos qu'on a reçues de Solenzo, c'était des hommes qui passaient à l'acte, mais je pense que dans des zones loin des caméras et autres, certaines femmes doivent être vraiment des femmes bourreaux. Donc, la question que tu soulèves est vraiment très pertinente, Oumarou Ebié. Et ça m'amène aussi à parler, on parle beaucoup de violence basée sur le genre. Maintenant, il y a quand même, avec ce concept, avec l'arrivée des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, de plus en plus, on a des programmes qu'on appelle en fait de lutte, de violence basée sur le genre, facilités par la technologie, les TFGBF.
Et aujourd'hui, sur la région, Burkina Faso, Mali, Niger, il y a de plus en plus de programmes qui sont déployés dans ce sens-là qui visent à renforcer les organisations féministes de la société civile pour justement prévenir ces autres formes de violence basées sur le genre qui utilisent la technologie. Et c'est une partie qui devrait vraiment nous interpeller tous et nous intéresser et ne surtout pas laisser passer certains mots qu'on voit vraiment à longueur de journée. Ça a été dit, hein, la question de la propagande, quand on voit le succès que le capitaine Traoré a à l'international, hein, il suffit de faire un voyage dans les zones anglophones, tout le monde parle que de lui. Tout ça est basé essentiellement, ça a été dit plusieurs fois, documenté, et même des reportages dessus, sur l'intelligence artificielle, accompagnée d'une forte propagande sur les réseaux sociaux de trolls. Donc, je pense que ce sujet de violence basée sur le genre, facilité par la technologie, est vraiment un des grands défis de notre sous-région et qu'on devrait vraiment s'approprier ces boîtes à outils et voir comment réussir à, je ne sais pas, le contraire de cette propagande, comment inverser cette tendance-là. J'ai des éléments, puisqu'on travaille sur ces différents programmes-là, pour les personnes qui sont intéressées, on pourrait partager les informations. Et je pense qu'on m'a redonné la parole, ça sera aussi le mot de la fin me concernant. Sur la question actuelle, toujours, comme on l'a dit, les solutions doivent être régionales, hein. Pour moi, on ne peut pas parler de Burkina d'un côté, de Mali d'un côté, du Niger d'un côté, même si on sait que la situation du Burkina Faso est beaucoup plus alarmante, hein. Et ça explique aussi mon intervention, certes très alarmiste, mais très réelle aussi, hein. Bon, tout le monde est très inquiet sur la suite des événements et c'est vraiment l'occasion pour moi de lancer vraiment un appel. Il faut qu'il y ait ce sursaut pour inverser la tendance sur le terrain, et ce sursaut, c'est par des activités citoyennes comme vous êtes en train de faire, comme d'autres sont en train de faire, et de ne surtout pas laisser cette terreur, cette tyrannie s'installer. On nous a promis la restauration du territoire. La restauration du territoire, ils n'arrivent pas à le faire. Nous sommes en mesure aujourd'hui, tous ensemble, de demander la restauration de l'état de droit, la restauration de la dignité humaine pour que chaque Burkinabé puisse se retrouver dans ce Burkina Faso que nous voulons. Voilà, merci.